Bonsoir à tous, on va reprendre l'échange de Brenna Jovanov. Désastre, chapitre 14. Je pus me mêler à la foule sans me faire remarquer. Je portais pourtant ma guitare et mes cheveux restaient pommadés, mais tout était rentré dans l'ordre. Je me rendis compte que je souriais, chose d'autant plus étrange que c'était sincère. En général, je ne souriais qu'en présence des gens, quand c'était ce qu'ils attendaient de moi. On me toucha le bras, et en me retournant, j'aperçus Tate tout près de moi. C'est toi dit-elle très bas. J'en étais pas sûre. Mon cœur battait fort, mais régulièrement. Je me sentais régaillardie, comme dans la peau d'un autre. Derrière elle, j'aperçus Drew et Danny à la table de billard la plus éloignée. Drew me vit, me sourit, me fit signe. Je ne les rejoignis pas tout de suite. Peut-être parce que Tate me fixait avec une telle intensité que j'eus l'impression qu'elle discernait ce que je ressentais pour elle, quoi que ce fût, à travers tous les artifices ordinaires. Comme si mes yeux me trahissaient quand j'oubliais de scier. Son visage s'approcha du mien. Je ne te comprends pas. Tu passes tes journées au lycée à te rendre invisible, et là tu te donnes un spectacle. Tu joues les rockstars comme si plus rien ne te retenait. Tu es qui en fin de compte? Il n'y avait rien à répondre à ça. J'ignorais ce qu'elle avait vu au juste, mais je ne m'étais pas sentie libérée là-haut. Loin de là. Elle se détourna avec un ricanement. Pourtant, j'avais envie de la suivre. Pour une fois, le bon sens l'emporta, et je montai rejoindre Danny qui s'alignait au tir combiné. Ça est très très bien, dit-il sans relever la tête. Il s'agissait d'envoyer la bille blanche frapper le numéro 8 pour projeter la 2 dans les poches d'angle. Appuyé sa canne sur le dessus de sa main, il exécuta un coulé. Comme il gardait la tête penchée, je me rapprochai pour le sourire. Tu m'as reconnu? Cette fois, il se redressa, me décocha un regard incrédule. Bah ouais. Attends, intervint Drew en tapant sa canne contre le sol. Vous venez juste voir la fête hier. On n'est pas gâteau, hein. J'ai pas l'air d'avoir changé. Bah si, grommela Danny. Mais en mieux. T'as l'air heureux, Mikey. Ça t'arrive pas souvent, hein. Ça va plutôt mieux ces jours-ci. Drew jouait avec sa craie, laissant des traces bleues sur le dos de sa main. Eh ben, tant mieux, dit-il sans me regarder. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah rien, dit Danny. Mais fais attention au pigé. J'acquiesçai et attendis la suite qui ne vint pas. Tous deux se remirent à étudier la table. Au bout d'une minute, Drew releva la tête, me désigna Tate dans la galerie, haussa les sourcils. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? J'attends le premier qui va dégoupiller la grenade. Je ne répondis pas. À quoi bon bien ce qui se passait entre nous? C'était tellement bête et incompréhensible, et Tate le prenait de si haut que j'avais juste envie de me rapprocher le plus nécessaire. Je me faufilais à travers la foule, évitant mes camarades de lycée et les inconnus. Tate jouait au flipper avec une stupéfiante précision. Salut, lançai-je en arrivant près d'elle. Elle continua de diriger sa bille dans une débauche de lumière et de coups de sirène. Je m'appuyai sur la machine. Alors, t'as aimé le concert? En plein jeu, elle surveillait sa bille qui se faufilait à travers un champ de mine. C'était très bien, du moins pour ceux qui aiment ça. Et toi? T'aimes quel genre de musique? N'importe, un tas de choses. Tu peux dégager de la vitre, s'il te plaît? Le son de sa voix me donnait des frissons. Pour une fois, pas désagréable du tout. Je restais près d'elle à la regarder, actionner ses boutons. L'effet du tonique de la Morrigan commençait à diminuer. Mais là encore, cette sensation un peu déroutante ne me déplaisait pas. Je me sentais libre de tout, un peu ivre peut-être, au point de percevoir le monde à ma portée, comme si rien ne m'était plus inaccessible. Je restais là, au milieu de la galerie, à regarder Tate qui jouait d'un air terriblement sérieux. Elle n'articulait plus un mot. Quand la dernière bille eut disparu, avalée par la machine, elle poussa un soupir et se tourna vers moi. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu me ramènes chez moi.
C'était sorti tout seul. Je n'y avais même pas réfléchi. Elle demeura impassible, le menton toujours obstinément levé, au point que j'eus envie de la saisir par les épaules pour l'empêcher de continuer à me toiser ainsi. Au bout d'un long moment de fulgurance et de sirène, elle hocha la tête. On n'était pas à 2 rues de Starlight que je commençais à me demander si j'avais bien fait. L'effet de l'aubépine disparaissait plus vite que la nuit précédente, emportant mon euphorie d'avoir joué en public. Chaque irrégularité de la chaussée, chaque nid de poule secouait la voiture et me mettait les nerfs en vrille. Tate ne parut pas s'en apercevoir, regardant droit devant elle, à travers le pare-brise inondé de pluie, parlant de cours et de films d'auteur d'une voix légère, sans se presser. Elle préparait tranquillement la question qu'elle allait me poser, à laquelle je ne pourrais me soustraire. L'atmosphère était empoisonnée d'une odeur de fer. Je déglutis, je baissai ma vitre. À proximité de ma rue, cela m'envahit, écœurant, brutal. Fermai les yeux pour mieux compter à rebours en m'efforçant de ne pas trembler, de respirer régulièrement. Déjà mon estomac se serrait. J'ai essayé de ne pas y penser en prenant de longues inspirations. Mais je transpirais. Pris d'un haut le cœur, je m'éclaircis la gorge. Tate, tu pourrais te garer? Hé! Qu'est-ce qui se passe? J'ai mal au cœur. Je n'étais pas peu dire. En fait, je n'avais jamais rien éprouvé d'aussi lourd, même en présence de fer dans le sang ou au contact de Neox. Le vertige me prenait par vagues et tout glissait autour de moi. Les oreilles bourdonnaient, une pluie de taches noires m'aveuglait, l'odeur de métal m'emplissait la bouche et le nez, martelait mes articulations jusqu'aux os. Tate s'arrêta au bord du trottoir, mit le frein à main. Si encore. J'avais déjà ouvert la porte. Je sortis, mais je tenais à peine debout. Dans l'obscurité, ce fut comme si le sol me fonçait dessus. Je me retrouvai à genoux, mais demeurai immobile, jusqu'à ce que le pire soit passé et que je me sente assez solide pour pouvoir m'allonger. Il me fallait un endroit tranquille et solitaire. J'avais envie de me pelotonner dans une chambre obscure, sans mouvement, sans bruit. J'appuyai mon visage dans l'herbe, respirai les odeurs vertes des feuilles, des tiges et des racines. La pluie coulait, légère et froide, sur mon visage. J'avais besoin de la Morrigan. Maki, ça va? Tate s'agenouilla devant moi, tendit le bras, mais parut avoir peur de me toucher entre 2 spasmes. Je plissai les paupières, m'évertuant à rester immobile. Chaque fois que je respirais, c'était toute une tempête qui m'agitait la poitrine. Maki, dis-moi si ça va, insista-t-elle d'un ton anxieux. La douleur dans mes genoux et mes épaules ne faisait qu'empirer, comme des coups de marteau. Je levai la tête vers elle, en cherchant une réponse pour qu'elle cesse de parler. J'avais peur du son que pourrait prendre ma voix. Elle me prit la main, ses doigts glissèrent sur ma paume d'un geste délicat, et le moindre contact m'élançait, si bien que je sursautai en mordant la langue. Tu as les mains froides, observa-t-elle. Son inquiétude me serra le cœur, et je refermai les yeux en priant pour qu'elle s'en aille, qu'elle me laisse seule, le temps de me reprendre. Son attitude ne faisait que souligner à quel point ma réaction était brutale et ça me coupait la respiration. Il fallait qu'elle s'en aille, mais rien ne pouvait l'en convaincre. Même si je la vexais, même si je la traitais de tous les noms, elle resterait. Je ne voyais que son visage blême au-dessus du mien. Mon seul refuge restait la maison du chaos. Pars, dis-je d'un ton ferme, aussi ferme que possible. Attends, je ne vais pas te laisser au bord de la route. Tu es en état de choc, là. Si tu es malade, il faut que quelqu'un reste auprès de toi. Tate, écoute. Je voudrais que tu ailles chercher Roswell. Ok? Maki, tu me fais peur. S'il te plaît, va chercher Roswell. Elle n'aimait pas ça. Pourtant, elle se leva, l'air inquiet comme jamais, et se dirigea vers sa voiture. Quand la bouille eut démarré, je respirai, mais pas de soulagement. Pour me rassurer, je m'imaginais que je rêvais dans mon lit à la maison, que je n'avais pas besoin de prendre de longues inspirations. L'air était épais, lourd comme de l'eau, et le sol ne me paraissait plus froid du tout. Je reposai le visage dans l'herbe en me demandant si c'était ce qu'on ressentait quand on savait qu'on allait mourir. Troisième partie. Les morts errants. L'after, chapitre 15. Je restai allongé sur le sol beaucoup trop longtemps, le visage enfoui dans l'herbe humide, sous la pluie qui détrempait mes vêtements.
Je savais que Tate allait bientôt ramener Roswell et qu'ils voudraient tous les deux me conduire à la maison, ou pire, aux urgences. Il fallait que je me lève et m'en aille, pénible processus à plusieurs étapes, mais j'y parvins. La pluie me désorientait, je me perdais à travers les taches de lumière et d'ombre de cette rue déserte. Les réverbères vibraient si fort chaque fois que je passais devant que mes articulations me faisaient mal. Je suivis les panneaux. Welch Street, puis Orchard, jusqu'au flanc du ravin, et à la passerelle que je traversais les genoux flageolants. Je me rendais compte que je n'avais pas pris mon envie de vivre comme chaque fois que j'avais pensé à ma maladie ou à ma mort. Le sol boueux se dérobait sous mes pas, mais je finis par gagner le fond de la fosse, sous la masse informe et peu engageante du crassier. Je m'effondrais, la tête à même le gravier. Impossible de retrouver l'endroit où Luther avait dégagé la porte. Je m'aperçus que je ne sentais presque plus mes mains, quand j'entendis crisser des pas, non dans le ravin, mais à l'intérieur. Dans un petit éboulement de cailloux, le panneau s'ouvrit sur un rectangle de lumière. Carlina, armée d'une lanterne qu'elle braqua sur moi. Finalement, tu as décidé de nous rejoindre. Oh, tu m'as l'air un peu mal en point. Je tâchai de m'asseoir, de reprendre mon souffle. S'il vous plaît, vous croyez que je pourrais recevoir ma rétribution maintenant? Elle restait dans l'encadrement si violemment éclairé par la lampe que je distinguais mal ses traits. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, oublie, tu ferais mieux d'entrer. Je me relevai péniblement et la suivis à l'intérieur. Elle ferma la porte derrière nous, m'examina encore. Oh, mais tu es malade! Tu ne gardes pas sur toi tes remèdes? Je fis non de la tête. Avec un soupir, elle sortit un minuscule flacon de sa poche, le déboucha. Bon, respire. Elle le tenait sous mon nez, je le humais longuement, sentant mes poumons se détendre. Ce n'était pas l'analptique, mais cette odeur verte de feuilles me permit enfin d'absorber une bonne goulée d'air frais. Bientôt, je pus me tenir debout sans m'accrocher au mur. Alors, Carlina me prit par le coude pour m'emmener vers le vestibule. « Ça va mieux !» Je confirmai encore un peu abasourdi par la différence qu'il y avait entre respirer et suffoquer. Tout en m'en conduisant, Carlina ne cessait de marmonner entre ses dents. « Oh, les mecs! Il faut toujours que vous poussiez les choses à l'extrême. Tout ça parce que tant que vous n'êtes pas complètement écrabouillé, vous vous croyez invincible. » J'ai l'impression qu'on arrivait plus vite à la grande salle des flaques. Cette fois, elle grouillait de monde parlant et riant. Certains jouaient de la contrebasse ou du violon. Dans un coin, une fille aux longs cheveux accordait une harpe. La plupart se pressaient par petits groupes animés. Tout cela parmi les flaques où flottaient des feuilles d'automne. Assise devant un bassin, la Morrigan avait ôté ses chaussures et chaussettes pour tremper ses pieds dans l'eau. Elle jouait avec un bâton en papier qu'elle poussait à l'aide d'une baguette. Carlina me posa une main sur l'épaule. « Tiens, assieds-toi. Je vais demander à Janice de t'apporter le lobépine et on va te soigner. » Je me laissai tomber à terre en évitant les flaques. Ça faisait du bien de respirer, mais j'étais épuisée. En m'apercevant, la Morrigan se leva d'un bond et courut vers nous, s'accrocha à mes jambes pour me sauter au cou, inonda mon jean et ses pieds mouillés. Après un baiser sonore sur ma joue, elle s'installa sur mes genoux pour observer la foule. Je m'adossai au mur, la laissa m'entourer de ses bras. J'avais froid et elle était si tiède. Quelques mortes vivantes barbotaient autour du bassin, riant, essayant de se jeter à l'eau mutuellement. La petite fée rose de la soirée de Halloween trottinait parmi elles, toujours dans sa robe de princesse, avec sa baguette magique. Au fond de la salle, une fille au teint bleu remontait lentement à la surface d'un autre bassin et sortait de l'eau dans un silence de mort. Elle avait des cheveux verdâtres, couleur de moisie, et son nez pourrissait par endroits. La Morrigan me serra le visage entre ses mains. « Tu peux être content de toi, tu as réussi. Toi et les musiciens, vous avez rendu tout le monde heureux. » Je ne savais que répondre. Comment se réjouir d'envoyer au bain des filles à moitié décomposées? « Ils sont contents, poursuivit la Morrigan.
la tête sur mon épaule. Ce concert était très réussi et tout le monde fait la fête maintenant. Une fille en robe de crinoline déchirée, les épaules décharnées, leva son verre par-dessus la natte qu'elle portait en courant. Oh, maudite soit la maison des misères! Que Dieu abatte la harpie et qu'elle pourrisse en enfer! Les autres filles éclatèrent de rire, poussèrent de petits cris en s'arrosant et en s'envoyant des poignées de feuilles rouges et oranges. Qu'elle pourrisse! chantait-elle en chœur. Qu'elle pourrisse dans la maison des misères! Leurs hurlements et leurs danses me mettaient mal à l'aise, mais la Morrigan poussa un petit soupir, comme pour me rassurer. « Quoi ?» demandai-je. « De quoi est-ce qu'elle parle ?»« En principe, c'est la maison des mystères, la vénérable demeure de ma sœur, dont elle devrait parler plus poliment. Mais si elle préfère s'en moquer, c'est pour conjurer leur peur. Leur peur? Ma sœur l'a bien voulu. D'ailleurs, elle me fait peur à moi aussi. » Janice se fraya un chemin à travers la foule pour nous rejoindre. Elle était toujours pieds nus, mais elle avait une robe et agitait un énorme éventail coloré. Elle semblait épuisée, à moitié endormie, et la fiole qu'elle apportait était beaucoup plus grosse que le flacon de la veille. « Aux nuits folles et aux foules déchaînées, » dit-elle en me la donnant. « Puisses-tu continuer à faire bon usage de cette basse? Et toi, ajouta-t-elle à l'adresse d'un Morrigan, laisse-le tranquille le temps qu'il reprenne son souffle. » La fillette me tapota la joue avant de sauter à terre pour retourner à son bateau. « Repose-toi » lança-t-elle par-dessus son épaule. Je cassai le bouchon et avala une rasade d'anoptique. Mon soulagement évident amusait Janice. « Si tu vivais ici comme n'importe quel affreux, tout ça ne t'arriverait pas ?» Luther et Carlina s'approchèrent, main dans la main. « Vous avez parlé de ce type ?» s'enquit Janice. « Il vit en ville, comme un habitant du coin. » Luther leva les yeux au ciel. « On se demande bien pourquoi. Ça ne doit être ni agréable ni facile. Tu es si insupportable que ce malade de Cory. »« Quel est Cory ?» m'exclamai-je. « Celui de la boutique de musique sur Hanover Street ?»« Ouais, c'est un drôle de type. Croyait pouvoir vivre à la surface. Pourvu qu'il prenne ses fortifiants et s'entende bien avec les habitants. On a vu où ça l'amenait. » Je regardais ma fiole en me disant que c'était une belle erreur. Au bord de son bassin, la Morrigan et la fille aux étoiles avaient lâché leurs jouets pour danser et former des rondes en se tenant par la main, jusqu'au moment où elles glissèrent dans une flaque. « Elle est adorable, hein ?» observa Janice. « Assez audacieuse pour parfois tenter le diable, hein mais elle n'abuse jamais de personne et n'en demande pas plus qu'on ne peut lui en demander. Elle nous aime bien, hein ?» « À quoi lui sert la musique ?» demandai-je. « C'est vrai que la ville en a si besoin que ça ?» Ce fut Carlina qui répondit. « Oh, mais quand on joue pour eux, on leur offre un cadeau rare et fantastique, en échange duquel ils nous vouent leur admiration. C'est ce que tu as ressenti ce soir. Tu sais que tu as ta place ici parmi nous, que tu dois continuer de jouer pour entretenir cet engouement et à nous aider à maintenir la paix. » Luther lui passa un bras autour de la taille, l'attira contre lui et se pencha pour l'embrasser. Je détournai les yeux, car cela me semblait inconvenant de les regarder de la sorte, alors qu'ils cherchaient juste à se témoigner leur sincérité et leur amour sans ostentation. En ce qui me concernait, à vrai dire, toute marque d'amour, même envers ma famille, me mettait plutôt mal à l'aise. Dans la maison du chaos, c'était différent. Comment se sentir gêné d'être anormal quand tout le monde l'était? Mon état s'améliorant, je traversai la salle pour aller m'asseoir au bord du bassin de la Morrigan. Son bateau de papier enduit de cire ne resterait pas imperméable éternellement. Le fond commençait à prendre l'eau. La soirée s'écoula ainsi jusqu'à ce que les gens s'égaillent, quittant les lieux par groupes de 2 ou 3, tandis que d'autres restaient allongés côte à côte à même le sol, près de couples serrés le long des murs. Les filles bleues ne semblaient pas s'amuser tout autant. Même dans la maison du chaos, les mortes vivantes n'étaient pas très appréciées. Dans un coin, Carlina et Luther s'embrassaient avec avidité. Carlina était belle pour deux. À la face émaciée aux dents jaunes et son compagnon ne semblait pas la rebuter.
L'effet euphorisant de l'analytique de sa phase initiale commençait à s'atténuer, et à présent je me posais des questions sur Tate. Qu'avait-elle dû penser en revenant avec Roswell pour constater que j'étais partie? Je n'avais pas vraiment le choix. Soit je regagnais les seules personnes qui pouvaient m'aider, soit je mourais sur place. Maintenant encore, je me rappelais ma douleur, ce poids terrible dans ma poitrine, comme si je n'allais plus jamais pouvoir respirer. Je ne tenais pas trop à me mêler de sa vie, mais j'avais du mal à oublier, dans ses yeux, ce chagrin qui paraissait réel. Je ne pouvais m'empêcher de penser à elle. Là non plus, on ne voyait pas le fond du bassin, mais on apercevait quelques marches taillées sur le côté. À quoi sert cet escalier? La Morrigan me jeta un œil surpris. À monter et à descendre. Pourquoi monter et descendre dans l'eau? Avec sa baguette, elle retourna le bateau qui oscilla. Il n'y a pas toujours eu de l'eau, ma chère sœur m'a punie en m'envoyant cette inondation. À présent, on ne peut plus accéder aux étages inférieurs, à part les morts errants qui n'ont pas besoin de respirer. D'où provenaient ces eaux? Mais de partout, en pluie du ciel, en gerbe du sol. Vous n'avez pas peur qu'elle finisse par vous noyer? Elle finira par se laisser attendrir et elle se lassera de nous harceler. Peut-être même qu'elle finira par regretter ses sautes d'humeur. En attendant, nous nous adaptons. Dans un sourire, elle agita ses pieds dans l'eau. Ma sœur, comme il est rare de croire que nous nous accrochons à un certain mode de vie. Mais c'est faux. Donnez-nous des cadavres d'enfants et nous les élevons. Donnez-nous de l'eau et nous apprendrons à nager. Ça fait quand même beaucoup d'eau. Je veux dire, qu'est-ce que vous ferez si ça ne s'arrête pas? Elle sera plus gentille quand le jour des morts sera passé, une fois qu'elle aura fait ses libations. Nous pourrions peut-être même obtenir qu'elle diminue un peu la pluie. Je ne connais pas le jour des morts. C'est la même chose que Halloween? Éclatant de rire, elle me tapa sur la tête avec sa baguette. Mais ne dis pas de bêtises! Halloween ne correspond qu'à la veille de la fête de tous les saints, quand les villageois allument leurs lanternes et jettent les os de leur bétail dans le feu pour écarter les démons. Ensuite, c'est la Toussaint proprement dite, où l'on célèbre les fidèles morts en état de sainteté et on leur coupe les doigts pour en faire des reliques. Et enfin vient le jour des morts pour nous tous. Ah, et enfin vient le jour des morts pour nous tous. Nous tous? Toutes les créatures souterraines. C'est là que ma sœur renouvelle son emprise sur la ville et s'offre un sacrifice pendant que nous nous réunissions au cimetière pour brûler de la sauge et de la rue. Peu avant le lever du soleil, nous portons témoignage de l'effusion de sang et le monde se porte mieux. Elle avait dit ça comme si elle récitait un poème ou racontait une légende. Sûrement pas comme si elle me rapportait des faits se déroulant à l'époque contemporaine dans une ville minière. Je lui jetai un regard mauvais. Vous n'y voyez aucun inconvénient? La dame enlève des gosses pour pouvoir les massacrer et ça vous dérange pas? Vous avez l'air de trouver ça normal. Vous répétez sans cesse qu'elle est mauvaise, qu'elle se conduit mal avec tout le monde. Pourquoi personne n'est encore intervenu? Elle gardait la main devant sa bouche, comme si inconsciemment elle cherchait à cacher ses dents. Ne t'avise pas de croiser son chemin. C'est une maîtresse impitoyable et cruelle qui te punirait sans ciller. Elle a pris l'enfant dans sa maison et le gardera à l'abri jusqu'à la nuit du sacrifice. Si je comprends bien, vous allez tous laisser tuer un môme? Je repensais aux yeux de Tate, à sa conviction que la petite fille morte n'était pas sa sœur. Ma mère n'avait pas voulu en discuter, mais il fallait bien que les gosses remplacés aillent quelque part. Ils ne s'évanouissaient pas dans la nature. S'il existait une raison à ces substitutions, alors Nathalie était encore vivante, en attendant que quelqu'un vienne la vider de son sang. La Morrigan se leva, brandissant sa baguette comme une épée ou un sceptre. Tu ne peux rien pour cet enfant. Ma sœur est une vraie bête sauvage. Si tu t'en prends à elle, tu n'en sortiras pas vivant. C'est de la mort d'une gamine qu'on parle en ce moment. La fille, la sœur de quelqu'un,
Ça qui ne représente pas grand-chose face au grand dessein du monde. Juste une toute petite chose, tous les 7 ans. 3 fois rien pour s'assurer santé et prospérité. Janice s'est approchée et elle s'assit près de moi, plongeant à son tour ses pieds dans le bassin. La ville en a besoin, Maki. Nous en avons tous besoin. Vous allez donc vous réunir dans le cimetière, brûler votre sauge et tuer des enfants. Mais c'est génial! C'est à tomber par terre! Mais ce n'est pas ce que nous faisons. Je sentis ma gorge se serrer, comme si j'allais éclater d'un rire qui n'aurait rien de joyeux. Vous laissez faire. Tâche d'être un peu plus rationnel, soupira Janice. Tout le monde en bénéficie. Nous, la maison des misères, les habitants de cette ville. Non, dis-je. Les habitants n'en bénéficient pas du tout. Ça les fait souffrir et les terrorise. Qui peut être content qu'on lui enlève son gosse? C'est à ça que sert la musique, intervint Morrigan avec ardeur. La dame punit la population, à qui nous rendons le sourire. Parce qu'il vous est jamais venu à l'esprit de commencer par éviter de la faire pleurer? Mais tu ne comprends rien, dit Janice. C'est exactement ce que nous faisons. Ah oui? Eh bien pas moi. La Morrigan me saisit le poignet d'une paume encore mouillée, mais toujours tiède. Ne sois pas méchant. Tu sais aussi bien que nous comment se passent les choses. Tu sais comment ça doit finir? Oui, dis-je en me dégageant. Je m'en vais. Assez normal, chapitre 16. J'escaladai le ravin vers Rorschach pour retourner à la maison, dégoûté et furieux contre moi-même. Je n'allais pas me laisser entraîner dans ces horreurs. C'était impensable, et pourtant, c'était bien de la maison du chaos que j'étais issue. Si je voulais rester en bonne santé, il fallait que je travaille pour la Morrigan, mais cette idée me donnait la nausée. J'avais envie d'en parler à Emma, mais en même temps, je ne tenais pas à lui faire part de mes inquiétudes. De toute façon, elle devait dormir. Mon mobile indiquait 2h45, et pour changer, il pleuvait. Une voiture descendait la rue dans ma direction, ses phares illuminant la chaussée mouillée. Elle s'arrêta si brusquement que sa roue avant heurta le bord du trottoir. Tait en sortit, traversa, laissant le Buick garé de travers sur la piste cyclable. Hé lança-t-elle en pataugeant dans le caniveau. Je m'arrêtai pour l'attendre. Arrivée à ma hauteur, elle posa les mains sur ses hanches. Elle avait laissé clignoter son stop, qui lançait de furieuses pulsations orange. J'ai ta guitare. J'ai envie de lui demander ce qu'elle faisait dehors si tard. Tu sais quelle heure il est? Oui, justement, on est au beau milieu de la nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Haussant les épaules, je m'efforçais de rester hermétique. Elle chassa une mèche humide de son front. Ça va au moins? Oui, t'inquiète. Attends. C'est quoi ton problème? Je ne répondis pas tout de suite. J'avais l'impression que même si je parvenais à lui donner trop de précision, à ne pas lui donner trop de précision, elle reformulerait sa question sans en démordre. Aussi, je détournai carrément la conversation. Il y a quelque chose en toi ou dans ta vie que tu détestes vraiment. Elle partit dans un petit rire sec. Oh là, je commence par quoi? Un vague sourire encore empreint sur ses lèvres, elle me fixa jusqu'au moment où son expression changea. Quoi? Rien. C'est juste que tu as froncé les yeux. Elle me posa une expression pensive, vaguement inquiète, comme pour dire qu'elle ne me condamnait pas, qu'elle ne me jugeait même pas. Dans un profond soupir, je lui pris le bras. Je voudrais te parler, Nathalie. Et je l'entraînai vers la pelouse de Madame Philippe. Là, assieds-toi. Sans grande conviction, elle fit ce que je lui demandais et je pris place à côté d'elle. Je peux te poser une question d'abord? Elle fit oui de la tête, arracha une poignée d'herbes mortes. Qu'est-ce que tu ferais si je te disais qu'on a enlevé ta sœur? Que tu n'as pas tort en disant
que cette foutue ville laisse faire ses saloperies. Ça changerait quelque chose pour toi? Ça t'aiderait? La pluie éclaboussait le trottoir, toujours illuminé par le stop de la bouille. Au carrefour, le feu passa au rouge et la chaussée parut s'ensanglantée. Je me dis que toute ma vie, il n'avait fait que pleuvoir. Tate ne répondit pas. Avec une expression fermée, elle se contenta d'arracher une autre poignée d'herbe. Je ne pus m'empêcher de murmurer. Qu'est-ce que t'en penses? Rien, soufflait-elle tristement. En fait, je crois que tu as raison, mais ça n'a pas d'importance. Qu'est-ce que ça change de savoir quelque chose après coup? Personne n'aurait pu la sauver. 2 jours auparavant, j'aurais payé cher pour l'entendre dire ça, admettre qu'elle acceptait la situation et qu'il fallait penser à autre chose. Maintenant, tout avait changé. Si la Morrigan avait raison, Nathalie était toujours vivante, du moins jusqu'à vendredi à l'aube, et j'étais à des années-lumière de savoir ce qu'il fallait faire. Elle me laissa prendre sa main. Je voudrais simplement savoir comment c'est arrivé. Comment une telle chose a pu se produire? Incapable de lui répondre, je me contentais de promener le pouce sur sa peau délicate en marmonnant. Personne ne lui voulait de mal. Ce sont des choses qui arrivent. Voilà tout. Comme les ouragans et les tremblements de terre ailleurs. Elle détourna les yeux et je reconnus son expression. Elle retenait son souffle. De ma main libre, je lui caressai les cheveux et ils parurent plus doux que je n'aurais cru. J'écartai quelques mèches de son visage tandis qu'elle fermait les paupières. C'est incroyable comme cette ville est remplie d'hypocrites. Ils sont tous là aux ventes aux enchères, aux enterrements, mais ils ne font rien pour arrêter ça. Ils se contentent de dire que c'est triste. Lui lâchant la main, je passai un bras autour de son cou. Je me demandais si elle n'allait pas se mettre à pleurer. Emma pleurait pour tout et n'importe quoi, même pour les dessins animés et les pubs de cartes de vœux. Tate était différente, mais elle montrait contre toute attente une certaine fragilité physique. Je l'attirai contre moi. Je t'ai cru dès le début. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit? Tu aurais pu au moins me dire ça. Elle posa la tête sur mon épaule, et sur le moment j'eus l'impression que le rêve de ma vie se réalisait. L'échange de Brina Jovanov. Jusqu'à ce que je ressente une violente douleur dans la poitrine. Retenant mon souffle, j'essayai de ne pas tout gâcher en me dégageant. Je ne veux pas te faire de reproches, reprit-elle d'une voix douce. Ce qui est fait est fait. Tu n'y es pour rien, je le sais. Je serrai les dents pour résister aux brûlures sur mon épaule. C'était à ce moment-là qu'elle aurait dû protester, se montrer agressive, me prier de lui raconter tout ce que je savais, de lui apporter une réponse définitive, dont elle n'avait aucune idée. Quand elle bougea, la souffrance me déchira jusqu'au cou et à travers la poitrine comme une décharge électrique. D'un hoquet, je lâchai prise. Elle s'écarta aussitôt de moi, les yeux rivés sur le sol. Elle portait un collier métallique caché sous sa chemise. J'aurais voulu lui expliquer, mais impossible de formuler la moindre parole. Je me levai. « Tu vas où ?» demanda-t-elle d'une voix cassée. « Nulle part. On va marcher un peu. » Je lui tendis la main. « Je crois pas que je pourrais rentrer dans ta voiture. Tu veux bien m'accompagner à pied à la maison ?» Une fois debout, elle essaya de me faire lâcher prise, mais je tins bon. Une seconde, on resta au bord de la chaussée à se tenir la main. Puis elle se libéra d'un mouvement sec, comme si elle ne pouvait soudain plus supporter que je la touche. On descendit Welsh Street vers l'église sans échanger 3 mots. Au cimetière, on s'arrêta. « C'est là qu'ils ont enterré le corps, » indiqua-t-elle. « Je peux te montrer si tu veux. »« Non, c'est bon. »« Je te promets de ne pas faire ma gamine, de ne pas céder à la charge émotionnelle. » « Je ne peux pas entrer dans le cimetière. » Elle parut beaucoup plus étonnée qu'agacée. « Ça veut dire quoi? C'est ton père, le pasteur. Tu peux aller où tu veux. » « C'est compliqué, »
à cause de cette histoire. Elle me dévisagea un long moment comme si elle cherchait quoi répondre et finit par se diriger vers la clôture du cimetière. Tant pis, on va faire le tour et on regardera de l'extérieur. Derrière l'église, elle rejoignit une barrière à pied, au pied de laquelle un massif de fleurs oranges tournait au brun. Là, dit-elle en tendant le doigt. Ils viennent de hisser la stèle, la petite blanche, contre le mur. Au-delà des tombes anonymes, au-delà du mausolée, elle désignait le carré non consacré, où les premiers paroissiens avaient pris l'habitude d'entreposer ceux qu'ils croyaient impurs. Dans l'obscurité, seul le marbre blanc restait à peu près visible, tandis que le granit ne laissait apparaître que des silhouettes informes. La pierre qui me montrait Tate se dressait bien droite, quand la plupart commençaient à pencher sur le côté. Il y avait d'autres places libres dans ce cimetière, consacré. C'était la preuve évidente que ce n'était pas Nathalie qu'on avait enterrée là, puisque l'enfant reposait parmi les exclus. Comme le disait la Morrigan, ce carré non consacré correspondait donc bien à un tribut payé par la ville, que celle-ci avait accepté sans jamais l'avouer. Tate me dévisageait et me dit qu'elle n'était pas du genre à détourner les yeux, qu'elle pouvait vous mettre à nu par la seule force de son regard. J'ai fermé les paupières. Je voudrais pouvoir faire quelque chose. Je ne sais pas comment t'aider. Elle se rapprocha et me souffla, comme si elle me confiait un horrible secret. Tu sais pourquoi j'en suis absolument sûre? Pas à cause de ses dents tout à coup trop grandes, ni de ses yeux qui devenaient bizarres. En fait, ça aussi, ça comptait, mais ça ne prouvait rien. Tandis que son pyjama, tu sais, le dort bien rose avec des nounours, elle le portait tout le temps. Et puis voilà que quelques mois avant sa mort, je ne l'ai plus retrouvé. Mais figure-toi, ce n'avait pas d'importance, car elle ne le réclamait plus. Et elle n'aimait plus les livres d'images ni les jouets. Je me disais que c'était parce qu'elle était malade, mais j'avais tort. Et la nuit, quand on se met à penser à toutes ces choses auxquelles on ne veut pas penser la jour, la nuit, je savais bien que c'était pas ma sœur. Debout sur le massif, je m'appuyais à la barrière et à côté de moi, Tate paraissait petite et triste, la bouche un peu crispée. C'était la première fois depuis cet après-midi sous le chêne qu'elle n'avait pas l'air d'attendre quelque chose de moi. J'avais envie de la prendre dans mes bras, mais ce n'était ni le moment ni l'endroit. Et de toute façon, son attitude agressive donnait l'impression qu'elle ne supporterait pas le moindre contact. J'ai autre chose à dire. Vas-y. Je t'aime beaucoup. Énoncé à voix haute, ça me semblait un aveu désespéré, inéluctable, comme si je venais de toucher un point qui m'avait échappé jusque-là. Mais on dit bien qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Elle partit d'un rire incrédule. Tu quoi? Je regardais le sol, le ciel obscur et bruneux partout où elle n'était pas. Je t'aime bien beaucoup. Quand je parvins enfin à me tourner vers elle, j'avais le visage brûlant et beaucoup de mal à soutenir son regard. Pourtant, elle grimaça, croisant les bras. C'est vraiment pas l'endroit. Je sais, n'empêche que je t'aime bien. Elle répétait ainsi, je semblais prononcer une incantation. Elle se radoucit et prit une expression lointaine. Ne le dis pas si ce n'est pas sincère. Je dis jamais des trucs pas sincères. Je me penchai vers elle, sentis de nouveau l'odeur métallique. Enlève ton collier. Pourquoi? Parce que sinon, je peux pas t'embrasser. Après une courte hésitation, elle ôta le collier, le mit dans sa poche, et je pus lui poser ma paume sur la joue. Et puis, je me jetai à l'eau. Je n'avais jamais rien entendu de Tate, sinon des regards lasses et quelques vannes sans réplique. Des minables défaites au billard, aux fléchettes et aux cartes. Et voilà que je me retrouvais à l'embrasser derrière l'église. Elle avait les lèvres tièdes, et je n'en revenais pas de me sentir si bien, le souffle court. Elle me passa les bras autour du cou, recula en attrapant le dos de ma chemise jusqu'à ce qu'on retrouve assis par terre en me poussant pour que je m'allonge dans l'herbe. Au-dessus d'elle, le ciel dégoulinait toujours. Près de la barrière, un grand chêne étendait ses branches au-dessus du cimetière, dont quelques feuilles trempées captaient les brillances de la rue. Tate m'effleura la joue du bout des doigts, comme si elle voulait en chasser les taches de lumière ou juste la pluie.
Après un coup d'œil sur l'arbre iridescent, elle me décocha un sourire timide, presque tendre. Bizarre. Comment, après avoir passé de si longs moments de tendresse, on est soudain heureux. Comme elle se penchait vers moi, je respirais son baume à lèvres, l'odeur du fer et du shampoing, cette sensation de propre. On était allongés dans l'herbe, à 2 pas du cimetière, on s'embrassait en tremblant. Elle se mit à claquer des dents, et je l'attirai contre moi avec l'impression inattendue d'être un super-héros. Elle s'accrochait au col de mon blouson comme si je venais d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Elle se mit à pianoter sur mon poitrine, en me donnant des frissons partout. Je la rapprochai de moi, calai sa tête sous mon menton. Je suis pas normale, Tate. Je sais, soupira-t-elle en me caressant la peau sous ma chemise, en descendant jusque sous mon jean. Ça te fait du bien? Je hochai la tête en fermant les yeux. Alors, tu es assez normale pour moi. Confession, chapitre 17. Le lendemain, la journée de lycée passa en un éclair. J'avais très peu dormi, mais l'analyptique me permit de tenir. Roswell voulait savoir ce qui avait mis Tate dans cet état. Je lui racontai une histoire de mal de transport à dormir debout. Il n'en crut pas un mot, mais il n'insista pas. J'avais passé la matinée à me préparer pour une nouvelle rencontre avec elle, mais elle n'était pas venue. C'était la première fois qu'elle manquait un cours depuis l'enterrement. Aussi, personne ne s'en étonna. Pourtant, je ne pouvais m'empêcher de penser qu'après m'avoir raconté ces choses sur sa sœur, ou peut-être parce que je l'avais embrassée, elle m'évitait. Curieusement, cette idée me soulagea presque. Ces derniers temps, ma vie avait pris un tournant inimaginable et Tate représentait une complication que je n'étais pas sûre de pouvoir gérer. Pourtant, toute la journée, pendant les cours ou les corrections de devoirs, je me rejouais le moment où on s'était embrassé. De retour à la maison, je n'avais qu'une envie, m'asseoir devant la télé et débrancher mon cerveau. Dans l'entrée, alors que je m'essuyais les semelles et ôtais mon blouson trempé, Emma sortit du living en riant à gorge déployée, comme si elle ne pouvait plus s'arrêter. Elle ôta son chapeau de pluie noire. « C'est Janice, expliqua-t-elle en se lissant les cheveux. On délirait. Elle s'approcha de moi, l'air inquiet, prit mon visage entre ses mains pour m'obliger à la regarder. Tu as l'air épuisée. Tu es sûre que ça va? Encore une fois, je fus surpris de répondre la vérité. La seule raison pour laquelle j'étais épuisée, c'était d'avoir trop peu dormi. Ah, je suis juste fatiguée. Emma parut ne me croire qu'à moitié. Je pris une pomme dans la cuisine avant de la rejoindre. Sur le canapé, Janice feuilletait un livre de cours. Elle avait laissé retomber ses cheveux noirs autour de son visage et reprit son air ordinaire et maussade. « Qu'est-ce que tu fais là ?» demandai-je. « Je vous ai donné ce que vous vouliez, alors arrêtez d'embêter Emma. » Et je ne l'embête pas. On prépare un devoir. Et sans vouloir pinailler, c'est elle qui est venue me trouver. Je suivais les cours, on ne m'avait pas lancé à la recherche de beaux musiciens. Je m'assis en face d'elle, la regardais prendre des notes dans un carnet de cuir. Et toi, qu'est-ce que tu fais dans une école? À quoi ça te sert? Passant le doigt sur le diagramme coloré d'une cellule, elle répondit. Il s'agit d'apprendre tout ce que je peux dans mon domaine. Ton domaine? De nos jours, on appelle ça la pharmacologie. Et les connaissances scientifiques évoluent si peu que c'est difficile de suivre. Mais Emma a été très gentille. Elle m'a donné beaucoup d'explications en horticulture. Je n'avais jamais rien fait pousser jusque-là. Et c'est intéressant de comprendre des choses comme la propagation des semences. Comment imaginer qu'on puisse faire pousser des plantes dans la maison du chaos? Emma! Lança maman dans l'entrée. Tu as l'intention d'utiliser toute cette tourbe de sphène ou je peux la ranger? Au son de sa voix, Janice haussa les sourcils et se tourna vers la porte. Emma! Reprit maman en entrant dans le living. Elle s'arrêta net. Janice se leva, lui tendit la main. Bonjour, je suis... Allez-vous-en, je sais qui vous êtes! Sortez de ma maison! S'il vous plaît... Maman lui faisait face, la tête haute, prête à tout, comme si Janice allait profiter du moment où elle détournerait les yeux pour commettre l'irréparable. Emma arriva derrière elle, les bras chargés de livres, alors que son amie prenait déjà le chemin de la sortie, l'air triste mais résigné. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda ma sœur. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» Maman inspirait un grand coup comme pour se grandir.
Dis-lui de s'en aller, intima-t-elle d'un ton que je ne lui avais jamais entendu. Dis-lui qu'elle n'a rien à faire ici. Emma écarquilla les yeux, serra les lèvres. Ses joues s'empourprèrent, signe qu'elle allait dire quelque chose de déplaisant. Si elle s'emportait souvent contre notre père, elle n'élevait jamais la voix contre maman. Mais je n'aurais su dire si c'était par facilité ou parce que les silences de notre mère pouvaient se révéler terrifiants. Finalement, elle ferma les paupières, poussa un grand soupir, se retint de perdre patience. Elle m'aide pour les cours de botanique. L'argument aurait pu paraître convaincant, du moins si ma mère s'était laissée désarçonner. Elle n'est pas normale. J'enfonçai mes ongles dans mes paumes. Quant à Janice, elle s'était immobilisée. Emma parvint encore à se dominer 3 secondes, puis elle jeta les livres par terre. Alors comme ça, tu as décidé de la détester juste parce qu'elle n'est pas exactement comme toi? Ça ne compte pas si elle est gentille ou si depuis qu'on se connaît, elle ne fait que m'aider? Tu ne sais pas de quoi tu parles. C'est un être de la pire espèce. Je ne la connais même pas. Ils ne sont pas automatiquement mauvais. Et Maki alors? Je t'interdis de le mêler à ça. Maki est parfait. Il a été élevé dans un milieu favorable. On lui a enseigné des principes honnêtes. Il est comme nous. Et alors? Enchaîna Emma gravement. Qui te dit qu'ils ne sont pas tous comme nous? Maman ne répondit pas tout de suite, mais finit par sourire avec amertume. Comme nous? Dis-moi, connais-tu un seul de nos voisins ou amis qui voit un culte fanatique à un démon? Qui élève des enfants, des paroissiens de l'église méthodiste, qui enlève les bébés avec du bétail afin de les sacrifier pour cause perdue? Maki est un garçon gentil, normal. Eux, ce sont des monstres. On restait tous pétrifiés. Au pied d'Emma, les livres tombés en équilibre s'effondrèrent sur le tapis. Maman porta les mains à sa bouche comme pour se faire taire avant d'en dire davantage. D'un seul coup, je sentis qu'elle était allée trop loin, que la suite de la discussion serait sanglante. Tous les sales secrets de Gentry allaient remonter à la surface. Comme ces beaux bébés tout à fait normaux échangés contre des monstres. Peut-être irait-elle jusqu'à dire que je n'étais pas son fils et qu'un gamin du nom de Malcolm Doyle était mort à cause de gens qui vivaient sous terre et remontaient à la surface pour faire le plein de sang. À travers ses mains, maman soupira. Ils reviennent toujours. Ce n'était qu'une question de temps. Ils guettent, ils patientent. Et dès qu'on baisse un peu la garde, ils reviennent tout vous prendre. Arrête de dire il. Janice est une personne. Mais ma mère continuait sur le même ton. Je savais qu'il prendrait mes enfants si je les laissais faire. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour l'en empêcher. J'ai essayé tous les trucs, tous les sortilèges. J'ai rempli la maison de clochettes, de pièces et de ciseaux à broder, mais au final, ça n'a servi à rien. Quelqu'un a ôté les ciseaux. Ils sont venus et l'ont enlevé. Emma et maman se défiaient du regard. Je me représentais la maison pleine de gris-gris qu'elle avait dû faire parjeter pour que je cesse de hurler dans le berceau. Oui, souffla Emma. Oui, c'est moi qui les ai enlevés. J'ai détaché les ciseaux. Je ne les ai pas remis en place. C'est moi. Voilà, tu es contente. Tu l'as ton bel aveu. J'avais 4 ans. Je n'étais qu'une idiote de gamine. La pièce semblait maintenant trop petite pour nous 4, même si j'essayais de passer complètement inaperçue et si Janice ne bougeait plus, adossée à la bibliothèque. J'avais les mains qui tremblaient et Emma paraissait hors d'elle. En fait, elle endossait seule la faute. Les raisons n'en étaient pas toutes simples, bien sûr. Elle avait pris les ciseaux, bien sûr. Elle n'avait ni crié ni appelé quand quelqu'un était entré par la fenêtre pour enlever son frère. Bien sûr, elle n'avait même pas prévenu après son départ. Elle était restée auprès de moi toute la nuit, en passant ses mains à travers les barreaux. Mais si j'étais encore là? Je devais surtout à son attention des années durant et sa protection. Parce qu'elle m'aimait, je lui devais tout. D'accord, cria-t-elle d'une voix survie. D'accord, c'est ma faute, ça te va? Maman se tenait maintenant seule au milieu du living, les épaules basses, les bras ballants. Non, lâcha-t-elle catégoriquement. C'est la mienne. Janice restait adossée à la bibliothèque, les bras croisés. À l'instant où je détournais les yeux, elle plongea en tête en avant et se glissa en dehors.
Quelques secondes plus tard, j'entendis claquer la porte d'entrée. On se retrouva seul face à 15 années de silence et au triste fantôme de Mackie Doyle. Personne ne dit rien. La pièce semblait résonner d'une sourde vibration électrique qui n'avait rien à voir avec les lampes ni les câbles de la télé. Je m'approchai de ma mère, lui pris les mains. Maman, arrête! Qu'est-ce que tu fais? Hurla-t-elle au bord de l'hystérie. Tu es descendu sous terre! Qu'est-ce que tu as fait, mon sang? Je bondis en arrière, abasourdi par ce ton affolé. Assieds-toi! Continua-t-elle. On a des choses à se dire, tous les deux! Je pris place au bord du canapé et elle se posa en face de moi. D'abord sans ouvrir la bouche pendant un long moment, au point où j'attendais le tic-tac de l'horloge. J'eus l'impression que cet instant ne finirait jamais, et que j'en avais pour la vie à rester devant elle sans qu'on sache quoi dire. Finalement, elle posa la main sur la table basse pour me saisir le poignet. Je ne bougeais pas, j'attendais. Quand j'ai rencontré ton père, j'ai cru qu'il m'aiderait à oublier, à repartir de zéro. Et j'étais bien naïve. Ils ne s'en vont jamais, vraiment, quand ils estiment avoir encore une chance d'obtenir quelque chose. Je fermai les paupières en tâchant d'imaginer ce qu'ils pouvaient vouloir obtenir, ce que je pourrais bien leur donner. Ils avaient toute la maison du chaos pleine de monstres rieurs et de tuiles inondées. Je leur ai déjà donné ce qu'ils voulaient, assurai-je. Je n'étais ni négatif ni dangereux. Ils veulent juste qu'on les aime. Elle éclata d'un rire mauvais qui me fit mal aux oreilles. Les aimer, qu'est-ce que tu crois? Ils sont à la recherche d'un corps tiède. Ils ont une dîme à payer comme le dernier des cultes à l'église ou les impôts à l'État. C'est la même chose. Sauf que pour eux, ça ne tombe que sous tous les 7 ans. Et que la monnaie de paiement, c'est du sang. Je tâchais de ne pas penser à Malcolm Doyle, à ses cheveux blonds, à ses iris bleus, ou à sa mort terrible. Si je laissais de telles images m'envahir, je rêverais des années durant. Maman parlait la tête baissée sur ses mains. Ils protègent la ville, la rendent prospère. Cela demande certains sacrifices. Comme s'ils ne sont pas totalement humains aux sentiments, ils préfèrent utiliser les enfants des autres. Tu veux dire toi? En réalité, je faisais allusion à Malcolm Doyle, Nathalie Stewart, tous ceux qui avaient été enlevés pour prendre leur sang. Moi, répondit-elle les yeux dans le vague. Je n'étais pas destinée aux mêmes usages. J'étais un cas spécial. La dame m'aimait bien. Elle m'appelait sa chérie et me traitait comme un petit animal de compagnie. Elle me racontait tous les cadeaux qu'il lui avait faits. Des bébés qui hurlaient et gesticulaient. Comme 600 ans auparavant. Des guerriers venaient lui dédier leurs victoires et leurs défaites. Qu'elle ne laisserait jamais rien m'arriver. Elle m'a gardé si longtemps que je me faisais l'impression d'une conserve en bois. Mais pourquoi la dame ne t'a pas empêché de partir? Elle aurait dû. Elle m'aurait bien gardé. Mais quelqu'un est venu me reprendre, une étrange créature, qui m'a sorti de la colline un soir, m'a emmené à travers le parc et m'a laissé sur le seuil de la maison familiale, comme on déposerait un chien perdu. J'essayais de comprendre ces douleurs qui perçaient dans sa voix, ça n'avait pas de sens. Mais c'était une bonne chose, non? Tu es rentré chez toi? Pas vraiment. Les parents finissent par trouver un moyen de se passer de vous. Ils avancent. Et que faire d'une fille qui ne peut pas supporter l'odeur d'un pot d'échappement, qui s'aveugle au soleil? Écoute, je les connais. Je sais ce qu'ils pensent. C'est toujours en rapport avec les gains qu'ils peuvent en tirer. Quels gains? Je ne sais pas au juste. Mais tu peux en être certain. Ils se serviront de toi, te manipuleront et puis te jetteront quand ils n'auront plus besoin de toi. Elle eut un petit rire désabusé. J'étais assise sur un coussin à ses pieds. Je jouais avec un oiseau mécanique. Je chantais des petites chansons qu'elle reprenait après moi. Tu ne dois pas retourner auprès d'eux, à aucun prix. Ils m'ont dit que si je ne les aidais pas, ils
s'en prendrait Emma. Je ne peux pas les laisser faire. Écoute, dit maman en se levant. Emma a presque 20 ans. Elle est assez grande pour s'occuper d'elle-même. Toi, tu es rare. Tu as sans doute de la valeur à leurs yeux. Ils attendent quelque chose de toi. Quand quelqu'un dans le monde souterrain désire quelque chose, ce n'est jamais anodin. N'y retourne pas. S'ils lui font subir quelque chose d'affreux pour me punir, ils ne te puniront toujours, car ils détestent perdre. Quand ils ont enlevé Malcolm, c'était pour me punir d'être parti. Mais ce n'est pas toi qui as décidé de partir. Tu n'étais qu'une gosse, une victime, seulement. Je suis partie. Et la dame ne peut pas me le pardonner, parce qu'elle ne voit que le résultat. Ils vont se servir de toi, Mackie. Qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre qu'ils sont dangereux? Quand j'essayais de me représenter le mot dangereux, je ne vis que le visage de Janice, ce mélange d'incompréhension et d'inexpérience. Elle n'en profitait pas. Pardon. Elle ne profitait pas d'Emma en écoutant ses explications sur la propagation des semences. Elle partageait ses passions. C'était bien ce qui formait la base de l'amitié, non? Je vais mieux, expliquai-je finalement. C'est peut-être la première fois de ma vie que je me sens aussi bien. Et c'est grâce à eux. Tu ne comprends donc pas. Ils t'ont acheté. Ils ont découvert le prix que tu valais. Et moi, je trouvais que ce prix n'avait rien d'exorbitant. Il m'avait donné plus que je n'avais jamais espéré. Mais le point critique n'avait pas été atteint dans le soulagement de mes douleurs ou dans ma fatigue, ni même dans les promesses de devenir normale. C'était Emma qui occupait toutes mes pensées, au point qu'il n'y avait soudain plus de place dans mon esprit pour aucune autre considération. Je n'avais pas le choix. Maman se frotta les bras, le regard dur. Dans la vie, il faut savoir faire des choix. Je vous remercie à tous pour votre présence. Je vous souhaite une agréable soirée, puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.